Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 8 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Une large part de ce journal sera consacrée à la journée de la femme avec pour commencer un focus sur le comité pour la promotion des droits des femmes. L'artiste Wanties a mis les femmes et les hommes de nos institutions à l'honneur pour cette journée avec une exposition affichée sur les murs du gouvernement. Et nous irons au Burkina Faso où la Croix-Rouge vient en aide aux jeunes filles. Nous irons également à Genève avec le salon de l'auto. Vous allez constater que la tendance est plutôt à l'électrique. Nous reviendrons sur le forum de la formation en alternance et des 13e rencontres des métiers de la banque et de la finance. Forum qui s'est tenu mercredi à l'auditorium Régnier 3. On parlera aussi de football avec la prochaine rencontre de Ligue 1 où Monaco reçoit Bordeaux samedi à 20 h. Et enfin, notre invité du week-end aujourd'hui, Éric Capdeville. Il est parti du Pays Basque en février à vélo pour se rendre jusqu'en Himalaya. Et tout cela pour soutenir la Ligue contre le cancer. Le comité pour la promotion des droits des femmes s'est réuni ce vendredi à l'occasion du 8 mars. Il s'agit du premier bilan des actions engagées depuis l'installation de ce comité. Vanessa Dessy vous en dit plus. La première réunion du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a permis de dresser un riche bilan des actions engagées depuis son installation le 30 novembre. 4 mesures ont notamment été annoncées, la création d'une plateforme sociale, l'octroi de subventions pour les associations œuvrant pour le droit des femmes, le dépôt d'un projet de loi sur l'allongement du congé maternité et une étude juridique afin de mettre à jour les textes réglementaires contenant des dispositions obsolètes. Et puis dans un deuxième temps, ont également été annoncées la mise en œuvre de groupes de travail thématiques pour permettre en fait au comité de se rencontrer régulièrement et d'échanger tout au long de l'année. Donc il y aura un groupe dédié à la formation professionnelle, un groupe dédié à la sensibilisation et à l'éducation, un groupe sur la communication et un groupe sur les statistiques, puisque les statistiques sont un des points fondamentaux de l'action de notre comité. À l'occasion de cette réunion, le gouvernement princier a annoncé la création d'une charte d'égalité hommes-femmes au travail. Le département des affaires sociales a sollicité l'INSEE afin de piloter une réflexion en ce sens. Ainsi, les représentants des employeurs et entreprises de la principauté pourront s'engager en devenant signataires. J'ai indiqué tout à l'heure aux membres du comité que notre souci conjoint, c'était de faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité de la femme et de l'homme dans le monde du travail. Alors les démarches sont en cours pour objectiver la situation, mais au-delà, j'ai commencé à en parler aux représentants des employeurs de la principauté en leur disant « vous y croyez, le gouvernement aussi, je vous propose de vous engager en ce sens en signant une charte sur ce thème ». Et ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord, donc ce document est en cours d'élaboration au département et il portera sur le recrutement, le déroulement de carrière et évidemment l'égalité salariale de la femme et de l'homme. Je crois que nous y croyons tous, c'est le moment d'agir et c'est ce que je propose. À l'issue de la réunion, le studio de Monaco a présenté une pièce de théâtre mise en scène par Christelle Revel, dans laquelle 3 amies d'enfance trentenaires évoquent le jour où elles deviendront mères. Et puisque l'on parle de la journée de la femme, sachez que le gouvernement princier a communiqué très récemment au Conseil national un projet de loi portant la durée de congé de maternité de 16 à 18 semaines. Cette démarche fait suite à un vœu du Conseil économique et social. Dès que ce texte sera voté, ces dispositions qui concernent les salariés du secteur privé seront étendues aux fonctionnaires et agents publics. 8 mars toujours, l'artiste Wanties a mis les femmes et les hommes de nos institutions à l'honneur pour cette journée qui a pour thématique, je vous le rappelle, l'égalité entre les sexes. Une exposition affichée sur les murs du gouvernement. Christine Datomel a assisté au vernissage. 77 portraits en noir et blanc de femmes et d'hommes recouvrent une partie des façades du gouvernement et du ministère d'État. Des personnalités de la principauté immortalisées sur papier par l'artiste Anthony Alberti, alias Mr. Wanties. Des hommes et des femmes susceptibles de pouvoir faire évoluer la cause des femmes pour que leurs droits soient respectés. Je pense qu'il y a énormément de causes qui sont importantes, qu'on n'en parle pas souvent, pas jamais assez. Et je suis content d'avoir travaillé sur ce projet avec Céline Cotalorda qui a mis toute son énergie pour le rendre possible.
Et organiser tout ça, c'était quand même des choses qui étaient assez contraignantes. Donc je suis content que tout le monde ait joué le jeu. Je suis heureux que toutes ces personnes avec des emplois du temps très chargés aient pu venir y participer et me confier leur sourire. Le gouvernement princier a souhaité porter la défense des droits des femmes au rang de ses priorités. Dans son discours, Céline Cota-Lorda, conseillère technique déléguée pour la promotion et pour la protection des droits des femmes, a rappelé qu'il était important que les femmes aient confiance en elles, osent et se sentent libres de penser et d'agir. La Croix-Rouge monégasque intervient tout au long de l'année en principauté en ce qui concerne la protection des femmes. Elle intervient également dans des pays plus éloignés comme au Burkina Faso où la Croix-Rouge vient en aide aux jeunes filles. Les explications de Christine Datomé. Elles ont entre 6 et 14 ans. Elles travaillent plus de 12 heures par jour dans des conditions à la limite du supportable. Et elles ne sont pas rémunérées pour les tâches accomplies. Au Burkina Faso, la plupart des petites filles ne vont pas à l'école et quittent dès leur plus jeune âge leur foyer et les campagnes pour se rendre en ville où elles deviennent petites domestiques. Initialement, le but était de se constituer un trousseau. Elles partaient à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, et elles rentraient au village à 14 ans, 13 ans, 14 ans, pour se marier, et elles essayaient d'économiser de quoi se constituer ce trousseau. Ça, c'était au début, en 2011 et même avant. Mais aujourd'hui, on a constaté que la plupart de ces jeunes filles, quand elles arrivent en ville, elles découvrent le confort de la ville, elles découvrent l'électricité, l'eau, les commerces, les distractions, et il est très difficile qu'elles rentrent dans leur village. Pour un certain nombre, et pour dire la majorité aujourd'hui, restent en ville, et comme elles arrivent sans savoir lire, sans savoir écrire, elles sont souvent vulnérables. Elles finissent, quand elles sont plus grandes, dans la prostitution ou délaissées par leur famille qui vont prendre d'autres jeunes filles plus naïves. Depuis 2011, la Croix-Rouge monégasque a donc mis en place un projet pour protéger et éduquer ces jeunes filles. En ville, on intervient sur de la scolarisation en cours du soir. On négocie avec les employeurs qu'ils libèrent ces jeunes filles 2-3 heures pour qu'elles puissent apprendre à lire et à écrire. Et on négocie aussi qu'elles leur donnent un jour de vacances toutes les 15 jours pour qu'elles assistent aux réunions. Ces réunions, c'est un moment essentiel. On mélange du jeu, elles retrouvent le jeu. Mais ce n'est pas qu'un prétexte, le jeu. C'est aussi un moyen de véhiculer des messages essentiels sur les maladies sexuellement transmissibles ou sur d'autres risques qu'elles vont avoir en ville. Elles vont travailler chez des familles qui vont envoyer leurs enfants à l'école, tandis qu'elles vont aller faire le ménage. De 5 ou 6 heures du matin pendant toute la journée et souvent ne vont pas arrêter jusqu'à 18h, 20h. Elles veulent aller à l'école. Elles ont des envies, mais comme tous nos enfants. Sauf pour elles, elles savent que sans l'éducation, elles ne vont pas avoir d'avenir suite à ce travail qui va durer jusqu'à, je dirais, 16-17 ans. Après, malheureusement, j'aime pas utiliser ce mot, mais elles vont être virées. Elles vont se trouver dans la rue. Et sans formation, sans éducation, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Elles sont vulnérables et je dirais que cette possibilité d'aller à l'école va changer leur vie. Il faut se dire que nous, on a tellement de chance et qu'il faut se dire que c'est aussi nos sœurs qui sont ailleurs dans le monde. Et que si on peut les aider, il faut les aider parce qu'avec peu, on peut vraiment changer la vie d'une petite fille pour qu'elle puisse avoir quelques espoirs et opportunités de vraiment avoir des choix et de grandir dans la sécurité avec un avenir non seulement pour elle, mais éventuellement pour ses enfants. Depuis 9 ans, ce sont plus de 2500 jeunes filles qui ont été soutenues par la Croix-Rouge monégasque avec à la tête de ce projet principalement des femmes. Actuellement sur place au Burkina Faso, elles œuvrent au quotidien pour aider ces petites filles à avoir une vie meilleure. La Croix-Rouge intervient également sur un autre public féminin, la protection des personnes âgées dans le nord de l'Arménie, où 80% de ces femmes vivent seules et isolées et doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir.
Le forum de la formation en alternance et des 13e rencontres des métiers de la banque et des finances s'est tenu mercredi à l'auditorium Régnier 3. La commission d'insertion des diplômés a organisé différents panels sur les métiers d'avenir en principauté. Un rendez-vous qui était dédié aux jeunes afin de les accompagner de leurs études à leur premier emploi. Un reportage de Dominique Poulain. Éviter la fuite des cerveaux, encourager le retour au pays des expatriés en leur proposant des contacts avec les professionnels du monde de l'entreprise, c'est l'une des missions de la commission d'insertion des diplômés créée en 2010. Un service dédié aux monégasques et résidents âgés de 15 à 25 ans. La commission accompagne les jeunes dans la construction de leur parcours professionnel. Les panels de l'insertion sont réservés et prévus pour les jeunes avant qu'ils soient diplômés. Ce sont des lycéens. La plupart sont en classe de seconde. Ils vont devoir faire des choix en fin d'année sur les spécialités en lien avec la réforme du lycée. Ces choix vont automatiquement générer la possibilité de s'inscrire dans un certain type d'école. L'idée étant que derrière, ils sachent que s'ils font des écoles avec du numérique, il y aura du travail à Monaco dans 5-10 ans quand ils seront effectivement diplômés. Présente au forum de la formation en alternance mercredi à l'auditorium Régnier 3, la CDI organise une journée d'information. Au programme, discussions, rencontres et échanges avec des professionnels sur les métiers d'avenir en principauté. Ce jour-là, le rendez-vous s'articule autour de panels. L'un des panels est consacré aux métiers du numérique, les métiers tendances du moment. Les entreprises et les administrations doivent de plus en plus recourir à ces services. On m'a posé une question très intéressante et très révélatrice. On m'a dit sur quel outil je dois maîtriser. Alors ces jeunes-là, ils ont tous Snapchat, Instagram, Twitter. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la maîtrise de l'outil, c'est juste comment se comporter par rapport à ces outils et en maîtriser les usages. Donc voilà, pour eux, l'avenir, le numérique va diffuser dans tous les métiers. Nous, aujourd'hui, en administration, on a des métiers, on a une direction de services fiscaux qui va travailler sur des outils modernes. On a nos juristes qui travaillent sur la future loi 4 sur le numérique. À la DRH, on est en train de moderniser nos processus pour avoir les bons outils numériques. Mais en fait, le numérique, ça sera partout. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est juste nous et eux, comment s'adapter dans un monde où le numérique sera le support et sera, je dirais, en toile de fond de tous les sujets. En étant informés le plus tôt possible, les jeunes peuvent ainsi faire des choix en toute connaissance, car une bonne insertion professionnelle s'anticipe et se prépare. On passe au reste de l'actualité. En bref. L'espace Fontvieille accueille jusqu'à samedi la kermesse de l'œuvre de Sœur Marie. De nombreux stands de livres, de bijoux, de jouets, de vêtements ont pris place sous le chapiteau, comme a pu le découvrir son Altesse Sérénissime le Prince Albert II vendredi. Conviviale et festive, cette kermesse sera à nouveau l'occasion de faire de bonnes affaires. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions de l'œuvre de Sœur Marie qui vient en aide aux personnes âgées démunies. À noter également le Loto Bingo samedi à 20h organisé par le Lions Club de Monaco, toujours au profit de l'association. Direction Genève où une équipe de Monaco Info s'est rendue au salon de l'auto et vous allez pouvoir le constater, la tendance est plutôt à l'électrique, comme nous l'explique Vanessa Dessy. La voiture du futur sera-t-elle électrique? La réponse se trouve vraisemblablement au Salon de l'Auto de Genève. De nombreux constructeurs présentent les dernières solutions électriques qui forment la tendance d'aujourd'hui. Dans l'opinion publique, elles apparaissent comme une véritable alternative pouvant se réaliser dans l'immédiat, à moyen ou à long terme. Nous pensons que oui, ça fait partie de l'avenir de la marque et des constructeurs. Après l'électrique, l'hybride rechargeable, il y a différents niveaux d'électrification en fonction de différents besoins clients. Aujourd'hui, c'est la technologie qui paraît être la plus appropriée aux besoins de nos clients. On rappelle aussi au prix de la technologie et ce qu'on peut embarquer sur nos véhicules. Et on espère bien sûr embarquer d'autres technologies dans les prochaines années. La nouvelle génération 208 est l'attraction du stand Peugeot. La marque au Lyon ne s'est pas contentée de renouveler son best-seller. Elle propose en parallèle une version 100% électrique. Avec la nouvelle i208, on écrit un futur qui est un futur dans lequel on ne s'ennuiera pas. On écrit un futur dans lequel on pourra combiner l'électrique avec le plaisir. Et donc on continue à écrire une histoire, on ne tourne pas complètement la page, on sait ce qu'on a fait dans le passé, mais on voit le futur avec bonheur.
La voiture électrique est partie pour dominer rapidement le marché automobile mondial. Une voiture neuve sur 2 pourrait être totalement ou partiellement électrifiée d'ici 2030. Football, Monaco reçoit Bordeaux samedi 20h au Louis II, un match comptant pour la 28e journée de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Hélion. En général, un changement d'entraîneur est bénéfique pour une équipe. Il y a le fameux choc psychologique, un nouveau discours, de nouvelles méthodes et l'envie pour chaque joueur de prouver qu'il peut jouer et intégrer le 11 le week-end. Le retour de Leonardo Jardim a transfiguré l'ASM qui vient de prendre 11 points sur les 5 derniers matchs. Côté bordelais, la dynamique est moins positive, 5 défaites sur les 7 dernières rencontres de championnat. Mais les Girondins auront eux aussi un nouvel entraîneur sur le banc samedi, le Portugais Paulo Sousa. Et cela peut changer beaucoup de choses. Un changement d'entraîneur toujours donne une motivation. Donne motivation à le groupe, principalement la première 2-3 semaines. Ça c'est normal, c'est passé comme ça. Quand un entraîneur neuf arrive, a plus d'envie, a plus de motivation, tous les joueurs croient qu'il peut jouer, même les joueurs qui sont normalement remplaçants, et ça donne une énergie positive. Pour ça, j'ai déjà parlé aux joueurs, on a besoin de faire attention à tout ça. Ils restaient très concentrés avec notre dynamique et avec une attitude positive. Le renouveau monégasque coïncide avec l'apport des recrues. Certains sont arrivés en janvier, comme Gelson Martins et Fabregas, d'autres cet été. C'est le cas du Russe Alexandre Golovin, l'ancien joueur du CSKA Moscou, commence à montrer toute l'étendue de son talent après 6 premiers mois compliqués. Le championnat de Russie est très différent des autres championnats européens. Le niveau des joueurs aussi, on ne joue pas en hiver par exemple. Pour un joueur russe, c'est un gros risque d'aller en Europe. Nous n'avons pas l'habitude d'aller jouer dans d'autres pays, mais si c'est un rêve pour un Russe, alors il faut prendre ce risque. Il faut un gros temps d'adaptation pour nous, notamment le fait d'apprendre la langue. Pas de changement côté infirmerie, Nkoudou, Pellegrini, Jovetic et Mboula ne sont toujours pas aptes à retrouver les terrains. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et aujourd'hui il s'agit d'Éric Capdeville. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous venez de loin et quand vous allez repartir là de Monaco, vous allez repartir encore plus loin et pour la bonne cause. Vous êtes parti début février, vers le 10 février je crois, d'Anglet et vous allez traverser l'Europe et bien plus encore pour une opération, un projet que vous avez appelé non pas 20 000 lieues sous les mers mais 20 000 roues sur la terre. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Déjà merci de me recevoir dans la Principauté. Effectivement, je suis parti de Bayonne il y a maintenant plus de 3 semaines. J'ai fait à peu près 1200 km sur mon vélo. C'était une première partie de test. Et effectivement, je suis parti pour traverser non pas 12 mais 13 pays parce que je suis aujourd'hui... En comptant Monaco. Voilà, en comptant Monaco, effectivement. Vaste projet qui fait suite donc à ma maladie et pour laquelle... Oui, vous avez eu un cancer il y a 4-5 ans. Oui, c'est bien ça, j'ai eu un cancer il y a 4 ans. Et par rapport à un projet de reconstruction, je me suis lancé un petit défi, lequel défi s'est vite transformé en une utilité publique, notamment pour travailler conjointement avec la Ligue contre le cancer et essayer d'apporter un petit peu de positif aux malades. Et là, comment vous apportez ce positif concrètement? C'est en allant jusqu'en Himalaya. Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement, voilà. Dans le défi sportif, effectivement, moi je suis passionné de montagne depuis très longtemps, donc le premier objectif c'est de rejoindre le Tadjikistan, l'Himalaya, le camp de base du K2 et de remonter la route du Pamir. On va dire que chaque coup de pédale prouve qu'en étant malade, on peut se relever de la maladie au travers d'un défi, au travers d'une volonté, et voilà.
Oui, parce que ça a été dur il y a quelques années. Là, vous êtes en rémission et vous avez décidé comme ça de prendre votre vélo, le vélo qu'on voit ici avec tout votre matériel. Vous avez parlé de 13 pays. Oui. Quels sont les pays que vous allez traverser? Là, vous allez partir dès qu'on a fini. Vous partez direction Menton et après l'Italie, vous traversez l'Italie, la Slovénie. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, traverser. Donc, écoutez, Monaco, c'était pas prévu aujourd'hui. C'est mon 13e pays. J'espère que ça va me porter chance. Donc, effectivement, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie. Ça va faire de la révision à tout le monde en géographie. Traverser de la mer Noire, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan. Voilà. Comment est-ce que l'on se prépare pour un tel voyage? Parce que voilà, j'ai envie de traverser moi toute cette partie-là. J'y arriverai pas. Je sais que mentalement, par exemple, j'y arriverai pas. Comment est-ce qu'on se prépare? Alors vous n'y arriverez pas. Moi, je pense qu'on peut se conditionner. Oui, je dis donc, ça peut-être. La première préparation, c'est quand même une préparation physique. Il faut un minimum de préparation physique. Ça, c'est la première chose, avec un entraînement en salle. Et après, je vais vous dire franchement, je ne me suis pas entraîné sur la route. Non, c'est pas vrai. C'est surtout un conditionnement, être prêt dans sa tête, une volonté, un mental. C'est un petit peu ça qui fait avancer le vélo. Même s'il y a une part de physique, derrière, il y a tellement de difficultés, c'est pas vraiment le pédalage, mais il y a tellement de difficultés derrière que voilà, il faut être fort. Quelles sont ces difficultés justement? Quelles sont les complexités de ce type d'aventure? Parce que là, vous avez, entre guillemets, testé en traversant la France pour aller plus loin. Quelles sont les complexités de ce type d'aventure? La complexité au travers du défi physique et sportif, c'est vraiment l'organisation, s'organiser au quotidien. C'est-à-dire, moi j'ai décidé de partir en autonomie complète. C'est-à-dire je n'ai pas de budget et donc je voyage. Il n'y a personne qui vous suit? Non, il n'y a personne. Non, il y a la mairie d'Anglet qui me suit, la Ligue au travers d'une plateforme de crowdfunding, mais je suis complètement indépendant. Donc ce qui veut dire que dans mon quotidien, je dois trouver à me sécuriser, à me mettre en sécurité. Donc j'ai ma tente, j'ai mon réchaud, donc il faut vraiment... C'est un peu le retour à l'âge de pierre, si on peut dire, parce que je dois vraiment me sécuriser, me nourrir. Et après, pédaler. Mais ça, c'est vraiment l'annexe de l'histoire, bizarrement. Vous avez parlé du réchaud. Vous avez votre maison là, dans tous ces sacs. Là, exactement. C'est ma maison pour 7 mois. Donc, la préparation. Donc, on parlait tout à l'heure de la préparation physique, mentale, mais il y a aussi une préparation du matériel. Être sûr de ne rien oublier, de ne pas avoir trop de poids. Il faut savoir que là, j'ai à peu près 60 kilos sous les pédales. Donc on le sent quand on pédale, quand il y a une montée? Oui, c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, tous les autres cyclistes m'encouragent parce qu'ils savent très bien la difficulté que c'est d'emmener une telle charge. Mais voilà, moi, c'est mon choix dans l'aventure de vraiment me mettre en autonomie, au contact des gens aussi. Voilà, c'est une manière de rencontrer énormément de gens, ce qui m'est arrivé en France. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez fait de belles rencontres, il y a de belles anecdotes, il y a de belles histoires. Oui, j'avais absolument pas prévu. J'avais prévu de traverser la France et d'avoir un premier périple test, si on peut dire. Et finalement, j'ai eu 3 semaines de belles histoires, vraiment très très belles. Je pensais pas. C'est vraiment émouvant quand j'y repense. Vraiment. Vous avez fait un dixième là, du parcours. Je ne veux pas vous casser le moral. Vous avez fait un dixième du parcours, parce que vous avez fait à peu près 800 km, il y en a à peu près 8000. Qu'est-ce que vous retenez? Comment vous vous sentez déjà par rapport à ce premier pré-bilan, on va dire? Je me sens vraiment en forme, je me sens en paix aussi. Et j'ai eu, ce que je vous disais, tellement de belles rencontres. Je suis encouragé au quotidien, que ce soit par des gens que je croise, par des cyclistes, Les gens m'encouragent, c'est assez exceptionnel. On vit dans une époque où quand on regarde les informations, tout est un petit peu noir et sombre, mais je suis vraiment content d'avoir senti cette positivité qui émane des gens, quels qu'ils soient. Moi, ça me porte et je me sens vraiment très fort. Et c'est qu'un début. Comment est-ce que l'on peut vous suivre? Parce que là, on se croise une dizaine de minutes. On s'est vu un petit peu avant hors antenne, mais une dizaine de minutes. Et puis vous repartez pour la suite de vos aventures. Comment est-ce que les téléspectateurs de Monaco Info peuvent vous suivre? Facebook, Instagram, qu'est-ce que vous avez? Oui, je suis malheureusement pas un roi de la communication, mais j'ai déjà pour ma famille, pour mes enfants, donc j'ai créé une page Facebook qui est 20 000 roues sur la terre et un compte Instagram. Et j'essaye de ne pas polluer vraiment parce que j'ai tellement de choses à raconter au quotidien. Donc j'essaye de mettre des choses essentielles sur ces supports et j'essaye de faire un blog un peu plus complet. Moi, quand je suis sorti de la maladie, donc j'ai eu affaire à la Ligue contre le cancer pour des soins. Et effectivement, c'est frustrant parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Et donc voilà, je voudrais vraiment les aider. Je voudrais aussi apporter mon témoignage aux autres malades. C'est quelque chose que je juge vraiment important. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de témoigner que le témoignage, il est simple. La maladie, c'est une chose. On peut s'en sortir. Il ne faut pas évidemment se mettre des défis hors de portée. Oui, parce il faut quand même le dire, il y a quelques temps, on pensait qu'on vous enterrait. Le mot est fort, mais... Oui, le mot est fort. Moi, j'ai toujours eu confiance déjà en la médecine, puisque on a quand même une médecine en France qui est vraiment efficiente, hein, il faut le dire. Là, je vais partir dans des pays, je pense que je vais être confronté à des cas vraiment très difficiles. Mais au-delà de la médecine, après, il faut vraiment avoir une motivation et trouver des motivations. Et j'ai réussi à trouver le petit fil à tirer dessus. Et j'aimerais vraiment témoigner là-dessus pour le sport, la famille, la vie en général. C'est tout simplement, il n'y a pas de recette miracle, la vie en général. Dernière question. Vous arrivez à votre point d'arrivée, l'Himalaya. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites quand vous arrivez? C'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je ne sais pas, peut-être une délivrance, comme si j'allais poser un fardeau et retourner chez moi comme si de rien n'était. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien, je vous la donnerai. Ouais. Je l'imagine, mais voilà, je me la garde pour l'instant. Et vous nous la donnerez quand vous arriverez. J'espère bien. Eric, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On va passer peut-être à une chose qui va vous intéresser, puisque vous allez partir direction l'Italie. On passe tout de suite à la météo. Le week-end sera mitigé en principauté avec samedi un ciel couvert. Le soleil arrivera tout de même à percer pour nous offrir une belle journée. Les températures seront comprises entre 9 et 14 degrés. Dimanche, les nuages se feront plus menaçants, laissant un temps maussade. Le mercure sera toutefois en hausse et nous profiterons d'un beau 18 degrés au meilleur moment de la journée. Le retour du soleil est annoncé pour lundi, une tendance qui devrait se confirmer jusqu'à mardi, avant le retour des nuages mercredi et un ciel incertain à tendance pluvieuse. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.